Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Public Sénat pour suivre dans un instant une audition très attendue, celle du directeur de la communication du groupe Lactalis, Michel Nallet, qui s'exprime ce matin devant les sénateurs alors que l'industriel laitier est englué depuis plus de 2 mois dans un immense scandale qui a montré la contamination au salmonelle de boîtes de lait pour bébés qui ont été produites dans l'usine de Cran en Mayenne. Alors que s'est-il exactement passé? Eh bien, c'est ce que les sénateurs cherchent à comprendre avec cette audition ce matin à l'initiative de la Commission des affaires économiques qui est présidée par la sénatrice Sophie Primas. Et au cœur de l'audition de ce matin, il va y avoir les autocontrôles qui ont été effectués par l'usine au mois d'août 2017. Des autocontrôles qui avaient déjà montré à l'époque la présence de salmonelle dans l'usine. Alors, que s'est-il passé? Y a-t-il eu des négligences ou simplement un manque de vigilance, un manque de prise de décision? Tout de suite, écoutez les explications de Michel Nallet, le directeur de la communication du groupe Lactalis. Nous avons, je ne sais pas si on doit dire le plaisir, en tout cas l'opportunité aujourd'hui de recevoir Monsieur Michel Nallet, qui est directeur de la communication du groupe Lactalis et qui a bien voulu répondre à l'invitation que nous lui avons transmise. Monsieur le directeur, merci de votre présence. Notre commission des affaires économiques, je le rappelle, en commun avec la commission des affaires sociales, a lancé un cycle d'auditions dédié afin de mieux comprendre les tenants et les aboutissants de ce que les médias appellent désormais l'affaire Lactalis, c'est-à-dire la commercialisation de lait infantile contaminé par des salmonelles. Cela nous conduit naturellement à vous entendre ce matin en tant que producteur de ces produits, mais bien sûr d'autres acteurs sont ou seront auditionnés, la distribution d'une façon générale, les représentants des consommateurs et des parents qui se sont montés en association, ainsi bien sûr que les services de l'État. Votre audition ce matin, Monsieur Nallet, est évidemment très attendue. Elle sera probablement très suivie sur les différents supports numériques. Et pour mes collègues, je souhaite vous dire que cette audition sera retransmise en léger différé, puisque la communication commencera à partir de 10 h, mais l'audition sur Public Sénat sera retransmise. Monsieur Beignet, le président de votre groupe, a annoncé dans la presse qu'il ne se soustrairait pas à ses responsabilités dans cette affaire, dont acte, et pardonnez-moi de vous dire que peut-être c'est la moindre des choses. Notre démarche aujourd'hui n'est pas de transformer le Sénat en tribunal. Néanmoins, en France, en 2018, les consommateurs sont en droit d'attendre une sécurité alimentaire effective, notamment pour les produits industriels destinés à des publics fragiles, comme le sont les nourrissons, et notamment de la part d'un industriel de l'agroalimentaire aussi puissant que vous l'êtes et aussi mondial que l'est votre groupe. Aussi, nous souhaiterions dans un premier temps que vous puissiez nous éclairer sur les contrôles continus qui sont effectués sur vos chaînes de production et particulièrement celles qui concernent le site de Cran, sachant que cette usine, comme l'a souligné hier notre collègue, avait fait l'objet d'un souci important de même nature en 2005. Que vous puissiez également, Monsieur le directeur, revenir sur votre version de la chronologie des faits s'agissant de l'accident industriel qui nous réunit ce matin et sur les actions que vous avez menées pour mettre fin aux dangers de santé publique lorsque ceux-ci ont été constatés. Monsieur Nallet, ma question est simple. Depuis quand saviez-vous? La presse s'est fait l'écho de ce que Lactalis n'aurait pas, dans un premier temps, souhaité procéder à un retrait total de ses produits, alors qu'il savait son centre de production à l'origine de la contamination, obligeant alors l'autorité administrative à prendre un arrêté de retrait, mais qui s'est avéré partiel. Nous confirmez-vous cela? Et dans ce cas, quels sont les motifs de votre opposition au retrait global de vos produits? Enfin, la distribution dans toutes ses formes, grandes et spécialisées, les associations de parents pointent des lacunes sur une communication claire et volontariste sur la liste précise et complète des lots contaminés,
facilement consultables. Pouvez-vous nous indiquer quelles sont les actions de communication que vous avez prises au regard de cet élément tout au long de la crise? Enfin, sur le plan opérationnel, quelles actions entendez-vous mener pour que cette situation, naturellement, ne se reproduise pas à l'avenir? Au-delà de la question de santé publique, cette contamination conduit à s'interroger, bien sûr, notamment de notre commission, sur ses incidences, non seulement sur votre groupe, mais aussi sur l'ensemble de la filière laitière, dont vous êtes un acteur essentiel. Elle vous vaut aujourd'hui un préjudice d'image très important, en France comme à l'étranger, puisque vos produits ont été commercialisés dans de nombreux pays, ce qui risque d'affaiblir durablement vos ventes, et d'ailleurs pas que de lait infantile, sur l'ensemble de vos marques, puisque nous en discutions il y a quelques instants, un appel à boycott sur les réseaux sociaux a été lancé. Et donc, par ricochet, tout cela peut affaiblir ou fragiliser encore davantage la situation des éleveurs. Si votre site de production de crans cesse durablement son activité, ce sont plusieurs centaines d'élevages qui seront impactés, sans parler naturellement des emplois directs. D'ailleurs, certains craignent même que dans le cadre des négociations qui s'annoncent, le prix d'achat de leur production soit revu à la baisse afin de préserver vos marges. Est-ce une crainte infondée ? Ou considérez-vous cela comme une conséquence naturelle de ces événements? De façon plus générale, comment aider vos producteurs à passer cette période qui s'annonce extrêmement difficile pour vous naturellement, mais extrêmement difficile pour eux également? Enfin, la question des marges m'amène assez naturellement et amènera certainement mes collègues à revenir sur un aspect de gouvernance de votre groupe qui vous est souvent reproché, vous nous direz si c'est à juste titre ou pas, qui est l'obligation de publication de vos comptes, qui est obligatoire avec des sanctions qui ont été renforcées par Sapin 2 et qui vous conduirait peut-être à acquitter des pénalités financières très lourdes qui, en plus de ce qui est en train de se passer, pourrait avoir des implications sur votre groupe en matière financière. Évidemment, les législateurs que nous sommes intéressés par les raisons qui pourraient vous empêcher de publier des comptes et donc de respecter la loi. Je pense que vous aurez à cœur de nous expliquer cela plus en avant. Voilà les propos liminaires que je voulais et les premières questions que je voulais vous adresser. Je vais vous laisser naturellement la parole. Je sais que mes collègues vont être nombreux à prendre la parole, à vous poser des questions et je souhaite que l'esprit de cette commission soit de l'investigation, en tout cas de la compréhension mutuelle des situations. Nous ne sommes pas au tribunal, je le répète, et je ne souhaite pas que des dérives telles que nous avons pu les entendre hier aux questions d'actualité à l'Assemblée nationale, soient répétées, bien sûr, au sein de cette commission qui a cœur à comprendre les choses et à anticiper comment nous allons pouvoir éviter les crises suivantes. Voilà. Monsieur le directeur, je vous laisse la parole. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Tout d'abord, je voudrais vous remercier pour cette invitation qui va nous donner l'occasion d'échanger sur ce que vous avez appelé l'affaire Lactalis et ce que d'autres ont appelé malencontreusement le scandale Lactalis. Donc je ne reviendrai pas sur tous ces adjectifs qui nous meurtrissent bien sûr, mais qui nous donnent pleinement la mesure de ce qui s'est passé depuis le 1er décembre. Avant de démarrer sur la chronologie, si vous voulez bien, je voudrais redire un mot aussi à l'intention de tous les parents, puisque là aussi on a été critiqué par rapport à une communication dans laquelle on n'aurait pas suffisamment exprimé nos regrets. On l'a fait à de nombreuses reprises et s'il est encore possible de le faire, je veux à nouveau redire ici qu'au nom de tous les collaborateurs, au nom de notre président qui s'est exprimé dans le JDD parce qu'il le souhaitait également lui-même le formuler, nous regrettons profondément ce qui est arrivé. Nous sommes parfaitement conscients des difficultés que cela a pu provoquer vis-à-vis des parents et des inquiétudes bien naturelles que ça a pu engendrer. Nous sommes tous, avant d'être des collaborateurs du groupe, des parents, des grands-parents, et croyez bien que dans le groupe, c'est une, je ne sais pas comment appeler ça, mais c'est une vague terrible qui nous secoue depuis le 1er décembre 2017. Voilà. Vous m'avez posé des questions sur la chronologie. J'ai entendu hier l'audition de Madame la directrice de la DGCCRF qui a été très détaillée. Je confirme effectivement que nous avons eu un premier contact avec les autorités locales en Mayenne le 1er décembre 2017. Nous informons de 20 cas de salmonellose avec des liens
de consommation pour ces nourrissons de produits issus de notre site de Cran en Mayenne. Nous avons, dès le vendredi soir 1er décembre, puisque l'information nous est arrivée à 19h30, dès le 1er décembre, vendredi soir, nous avons mis tout en place pour pouvoir effectuer la traçabilité. Et c'est ainsi que nous avons identifié, par rapport à la traçabilité que nous avions des bébés, des nourrissons qui avaient déclaré cette maladie, pu effectuer un premier retrait en accord avec les autorités. Et ce retrait a été effectif. L'information a été donnée dès le samedi soir et le dimanche matin. Et dès le dimanche matin, les premières actions ont été menées vis-à-vis de nos clients, mais surtout et avant tout vis-à-vis des parents, puisque dès le dimanche matin, nous avons mis en place un numéro vert afin de pouvoir rassurer les parents qui, bien entendu, pouvaient être inquiets par rapport à cette information. Et je reviendrai aussi sur cette action qui a été menée vis-à-vis des parents. Tout au long de cette semaine, cette première semaine de décembre, nous avons effectué de nombreux contrôles et renforcé ces contrôles de manière très importante. Et nous sommes arrivés à une conclusion que pour pouvoir mener à bien une investigation sur ce qui s'est réellement passé dans notre site, il nous fallait fermer le site. Le 7 décembre, le jeudi 7 décembre au soir, nous avons pris cette décision en interne. Le 8 matin, elle était effective et il y a eu aussi derrière un arrêté administratif de la préfecture de la Mayenne qui a aussi confirmé ça le 9 au matin. Mais c'est bien avant que l'entreprise avait pris cette position d'arrêter le site de manière volontaire dans le but unique de pouvoir investiguer, trouver réellement les causes de cette possible contamination. De manière très chronologique, on va continuer après cette date du 8. Le 9 au soir, nous avons eu effectivement des discussions, plutôt le 9 au matin, pardon, excusez-moi, nous avons eu des discussions, c'est un peu compliqué la chronologie, des discussions avec les autorités concernant l'ampleur du retrait, compte tenu de nouveaux cas dont nous avions été informés entre le 1er décembre au soir et la date du 8 décembre. Les résultats des analyses et toutes les investigations qu'on avait pu mener en une semaine nous amènent, nous, à une date qui était différente de celle qui était proposée par le ministère. Cette date, elle était pour eux du 15 février, et c'est effectivement celle qui a été retenue, et nous n'avons jamais contesté cette date, nous avons juste essayé de faire valoir un certain nombre de nos idées, de nos propositions, par rapport à ce que nous avions en possession au moment où cette décision a été prise. Le futur et le développement de cette affaire a montré, et d'ailleurs M. Beignet s'est exprimé aussi encore une fois dans le JDD, que c'était certainement la bonne position de faire un retrait-rappel plus large que celui qu'on avait imaginé dès le mois de mai. Mais en l'état, et à l'époque où nous avions pris cette position, nous n'avions pas suffisamment d'analyses et de résultats qui étaient probants par rapport à cette décision. Puis, après le 10 décembre, nous avons, et donc c'est donc là, le 10 décembre, un retrait de 620 lots. Et ces 600 lots, on a, dès le lundi, on s'est rendu compte, puisque c'était encore réalisé, le décret signé par Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances date du dimanche matin. Et donc le lundi matin, ou le lundi dans la journée, on s'est rendu compte qu'il y avait effectivement une erreur et qu'il y a eu 5 lots qui avaient été oubliés. Et donc on a recommuniqué autour de 5 lots qui faisaient partie de ce rappel et qui concernaient, d'ailleurs c'était fort justement dit hier par la directrice de la DGCCRF, une partie uniquement du site de Cran, c'est-à-dire tout ce qui est affecté à tout ce qui est produit dans une unité qui est la tour de séchage numéro 1. Donc nous avons continué bien sûr après le 10 décembre toutes les investigations et compte tenu de nouveaux cas qui sont apparus puisque le 9 décembre nous n'avions pas de ce que je me souviens, enfin je n'ai pas pu retracer exactement le nombre qui nous avons été transmis, mais en tous les cas entre le 2 décembre, le 1er décembre au soir et vers le 17-18, nous avions eu de nouveaux cas et nous ne pouvions pas prendre de risques et nous avions pris la décision en interne dès le 18 de faire un retrait plus important pour garantir garantir qu'il n'y aurait pas de nouvelles contaminations, alors même que nous n'avions pas sur les produits, et j'y reviendrai parce que c'est très important, sur les produits des analyses qui s'étaient révélées positives. C'est vraiment le principe de précaution qui nous a guidés dans ce, je dirais, troisième rappel, et qui nous a amené
le 21 décembre au matin à faire une communication très large autour de ce troisième rappel avec 720 lots qui ont été produits après le 15 février. Je le redis parce que c'est important, c'est bien le principe de précaution qui nous a guidés dans cette nouvelle action et en aucun cas le fait que nous avions des résultats positifs sur nos produits qui avaient été mis sur le marché. Puis nous avons continué à investiguer. Il est apparu, voilà, et j'y reviendrai peut-être après, voilà, les événements que certains consommateurs ont trouvés dans la distribution, mais pas que dans la grande distribution, hein, dans tous les canaux de distribution, des produits qui étaient encore en libre circulation. Et donc, il y a eu tous les événements autour de la distribution, on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais volontairement également, et ce pour signaler ce que nous avons fait et la responsabilité que nous avons dans cette affaire. Nous avons décidé, et M. Beignet a rencontré M. le maire le vendredi 12 après-midi, pour lui dire que nous faisions un rappel de tous les lots de lait infantile et de céréales qui étaient produits sur le site de Cran, quelle que soit la date. Pour éviter effectivement une confusion, il était clair qu'un certain nombre de distributeurs avaient peut-être eu des difficultés à regarder, compte tenu du retrait massif qui était d'ailleurs très bien signalé hier par la DGCCRF, compte tenu de la volumétrie qui était importante et qui pouvait prêter à confusion. Ce dernier rappel, là encore, a été pris dans un principe de précaution puisque nous n'avions pas non plus de traces ni de résultats d'analyse positive sur ces produits. Alors, je me dois de répondre à votre question qui est, le saviez-vous, en tout cas, c'est ce qui est apparu hier dans un certain nombre de questions de vos collègues, Madame la Présidente, sur le groupe Le Savait-il. Dès le lundi matin, le directeur général de la Santé, dans Le Parisien, et je vous renvoie à cet article, a signalé que nous avions indiqué que dans notre environnement, nous avions trouvé en août, le 23 août 2017 et le 2 novembre 2017, des traces de cette salmonelle agona. Quand nous avons trouvé ces traces, nous avons immédiatement mis en place la procédure qui est prévue dans ce cas et qui est de nettoyer de manière approfondie, de faire des contrôles renforcés autour de cette date sur les productions qui ont été faites à ce moment-là et en aucun cas nous avons trouvé de résultats positifs. Ce qui nous a permis, bien entendu, de repartir puisque à la fois dans l'environnement et sur les produits qui ont été fabriqués au moment de cette date du 23 août et du 2 novembre, les résultats a posteriori qui avaient été faits pour pouvoir redémarrer cette tour numéro 1 étaient tous négatifs. Donc nous ne savions pas. Et la première information que nous avons eue, je le redis, date du vendredi 1er décembre au soir, quand on nous a signalé des nourrissons malades par le service, par la DGS ou par le service de Public Santé France, qui nous a informés de ces signalements. Avant, nous n'avions pas d'informations, d'ailleurs pas plus des services de l'État que de nos propres consommateurs qui auraient pu nous alerter ici ou là. Nous avons refait une traçabilité sur tous les appels que nous avions eus et nous n'avions pas de preuves. Les seules traces que nous avions, c'est ces 2 salmonelles. Oui, c'est exact. On ne s'est jamais caché de ces 2 traces. On l'a dit. Je me suis même exprimé dans un certain nombre de journaux de manière très claire sur le sujet. Mais aujourd'hui, notre rôle à nous, et là, nous ne fions pas nos responsabilités. Notre rôle à nous, producteurs, c'est, comme vous l'avez dit, de mettre sur le marché des produits sains. Il est donc important de comprendre pourquoi il y a eu cette dissémination et cette bactérie qui s'est retrouvée dans un certain nombre de produits, parce qu'il n'est pas question pour nous de douter de la réalité de ces cas de bébés nourrissons qui ont été malades, mais pourquoi et quelle a été la causalité. C'est tout le travail qu'on a mené déjà même depuis début décembre, hein, parce que sans attendre voilà, cet emballement médiatique que l'on peut comprendre aussi compte tenu du côté émotionnel que concerne les nourrissons, hein, je le redis, c'est aussi pour nous un sujet qu'on n'a jamais fort heureusement expérimenté et que je ne souhaite, pour dire très clairement les choses, à personne. Donc nous avons mené des investigations et l'objet de ces investigations est de comprendre à quel moment cette contamination aurait pu se développer et quelle en est la cause. Cette recherche de causalité et de ce qu'on pourrait aussi appeler le fait générateur nous a guidés depuis plus d'1 mois et nous a amenés à faire de très nombreuses analyses tout au long de cette période.
Dès le début, nous avons évoqué que des travaux qui ont été réalisés dans le courant du premier semestre auraient pu amener une certaine résurgence de cette bactérie. Et ce qui a été confirmé, pour le moment, aucune des analyses qu'on a faites vont dans un sens contraire. Nous avons même d'ailleurs échangé sur ces sujets-là, pas plus tard qu'hier, avec les autorités françaises, puisqu'ils étaient hier à Cran, et aujourd'hui, nous sommes en train, avec les analyses, puisqu'on est remonté dans le temps aussi, dans toute notre échantillotech, sur les produits pour vérifier dans un cadre d'un contrôle très renforcé et en parfaite transparence avec les autorités pour comprendre à quel moment il y a pu avoir une contamination. Et on est bien pour le moment, et je dis pour le moment parce que voilà, on n'est pas dans, on a besoin de continuer, et pour le moment, on est dans cette hypothèse de travaux qui ont été réalisés pour moderniser une partie de la tour de Cran. On est toujours bien dans cette hypothèse. Vous comprendrez que, compte tenu de l'action qui est menée par la justice aujourd'hui, je ne pourrais pas aller plus avant sur cette discussion, mais de toutes les façons, il sera clairement, de manière très transparente, les choses seront d'abord et avant tout vues avec les autorités françaises, parce que nous pensons toujours, et nous avons la ferme intention de pouvoir redémarrer lorsque toutes les conditions sanitaires seront rassemblées. Nous souhaitons, bien entendu, pouvoir reprendre cette activité au sein de l'usine de Cran. C'est important pour nos collaborateurs, c'est important pour les producteurs, et on y reviendra. C'est important aussi pour l'image de notre groupe, parce que c'est aussi notre image, bien entendu, qui est affectée fortement, et nous en sommes très conscients. Et donc c'est important de pouvoir refaire toute la transparence et bien clarifier ce qui a pu se passer et comment, à l'avenir, cela ne se reproduira jamais. C'est bien important. Alors, vous avez signalé qu'il y a le cas de 2005. Oui, c'est exact. Le cas de 2005 est ressorti et l'Institut Pasteur a fait des comparaisons entre la souche de salmonelle dite Agona et de 2005 et celle qui a été retrouvée dans les analyses celle des nourrissons qui ont été malades. Il y a une correspondance, en tout cas c'est ce que disent les experts. Et donc c'est aussi pour ça qu'on a essayé de comprendre comment cette souche aurait pu persister, survivre à certains endroits du site, alors même qu'entre 2007, date à laquelle le groupe a repris ses activités, et 2017, nous n'avions eu aucun bébé malade, ni aucune trace de cette salmonelle dans nos produits et dans l'environnement. En tous les cas, l'enquête le montrera de ce que je vous affirme aujourd'hui. Donc, il y a pour nous une nécessité, une obligation de mettre en avant tout ce qui a été fait. C'est ce que j'essaye de faire aujourd'hui devant vous, parce que c'est pour nous, c'est notre responsabilité. Notre président l'a écrit dans le JDD, je l'ai dit à plusieurs reprises, on ne pourra pas fuir et se soustraire à nos obligations, comme vous l'avez dit. On le redit, et je le redis devant vous, il n'est pas question pour nous de ne pas aller jusqu'au fond du dossier, puisque aujourd'hui, vous l'avez signalé, des bébés ont été affectés par cette salmonelle, 38 aujourd'hui, à notre connaissance, et surtout parce que aussi nos collaborateurs sont très affectés, et je pense là tout particulièrement à tous les collaborateurs qui travaillent dans l'usine, mais aussi qui travaillent d'arrache-pied depuis début décembre. C'est 800 personnes qui sont concernées par l'ensemble de cette activité dans le groupe, et vous comprenez bien que c'est pour nous une préoccupation numéro 1, pour pouvoir aussi, dans les meilleures conditions, pouvoir pérenniser l'emploi et pour pouvoir redéployer. En tous les cas, c'est ce que nous avons fait depuis le début de l'arrêt du site de Cran, pouvoir permettre à un certain nombre de collaborateurs d'aller prendre d'autres postes dans les usines que nous avons en Mayenne et en Ille-et-Vilaine. Voilà, je crois que c'était deux sujets sur lesquels je voulais revenir. Le social, qui est majeur pour nous, hein, et je pense que ça, c'est un point sur lequel votre commission est sensible, et c'est pour ça que je me permets d'insister, mais par ailleurs aussi, tout l'aspect, puisque vous m'avez interrogé sur l'aspect amont agricole, nous avons rencontré tous les échelons des représentants de syndicats agricoles, que ce soit au niveau
locale entre les organisations de producteurs autour du site de Cran. Vous avez parlé de plusieurs centaines, c'est effectivement 600 producteurs qui sont organisés autour du site de Cran, mais c'est l'équivalent d'à peu près, mais toute la production n'allait pas uniquement de 600 producteurs, n'allait pas uniquement dans cette unité-là, puisque sur le site qui fait plus de, je ne sais plus combien, enfin qui est un très grand site, il y a complètement séparé une fromagerie, et donc un peu plus de la moitié va dans la fromagerie. Et donc c'est à peu près 150 millions de litres qui sont aujourd'hui redispatchés dans différents sites du groupe pour être transformés dans d'autres produits. Depuis le 2 décembre, ou le 1er décembre même, il n'y a eu aucune rupture de collecte à Cran. Nous l'avons redit et nous sommes exprimés clairement là-dessus, comme je vous le dis, vis-à-vis des organisations de producteurs autour de Cran. Pas plus tard d'ailleurs, on les a encore revus mercredi dernier. Vendredi dernier, nous avons reçu une délégation de la FDSEA de la Mayenne sur le site de Cran. Nous avons rencontré avec M. Beignet et notre directeur général les représentants des syndicats au niveau national, FNSEA, FNPL, JA, donc nous avons rencontré. Nous sommes ouverts à toute discussion sur ce sujet-là. Et je veux déjà dire aujourd'hui que nous avons donné toutes les garanties par rapport à la pérennité de la collecte, ce qui est un point majeur. Et ça, c'est écrit, et j'ai à votre disposition tous les communiqués et toutes les informations qui ont été données de manière très transparente et très claire à tous les producteurs. Pour ce qui concerne le prix du lait, et j'en terminerai parce que peut-être qu'il y a des questions qui vont venir. Pour ce qui concerne le prix du lait, cette collecte, comme vous le savez, comme je viens de vous le dire, représente un faible pourcentage par rapport à la collecte du groupe au niveau national. Et le prix du lait ne se calcule pas par rapport à un delta de volume de cette nature-là. Il se calcule par rapport à différents facteurs, à la fois par rapport au marché national et par rapport à l'environnement international, mais je suis à votre disposition pour y répondre. Et on a effectivement, s'est engagé pour qu'il n'y ait pas le moindre doute sur le fait que le prix du lait ne sera pas, notre prix du lait ne sera pas affecté du delta d'éventuelles pertes ou difficultés que le groupe pourrait rencontrer par rapport à cet incident de Cran. Donc là, je le dis ouvertement, et donc certains d'entre vous ont déjà eu l'occasion de m'entendre ou de me voir. Je serai à votre disposition sur le sujet autant que ça sera nécessaire. On ne pourra pas, et il ne sera pas dit que le prix du lait sera lié à l'incident de Cran. Et nous nous sommes exprimés très clairement vis-à-vis des représentants syndicaux agricoles, que ce soit donc M. Beignet ou notre directeur général Daniel Jawed ou moi-même sur ce sujet-là à multiples reprises. Et même d'ailleurs devant le ministre de l'Agriculture que nous avons rencontré pas plus tard que la semaine dernière également. Voilà. Excusez-moi, j'ai peut-être été un peu long, je n'ai pas regardé. Alors, sur la publication de nos comptes, qui est un sujet qui effectivement a été, voilà, et continue à être à l'ordre du jour suite à certaines déclarations hier sur lesquelles je vous permettrai de ne pas revenir compte tenu de leur nature. Cela dit, il faut tout à fait entre nous quand même si c'est télévisé, le député qui s'est exprimé sur le sujet, je devais le rencontrer il y a une dizaine de jours, compte tenu des difficultés qu'on a rencontrées, j'ai dû décaler et un rendez-vous est prévu début février et donc j'aurai l'occasion de m'exprimer avec lui de manière très claire sur ses propos et sur ses qualificatifs sur lesquels je ne souhaite pas polémiquer aujourd'hui. Alors, ce que je voudrais rappeler, c'est que, et c'est important tout de même aujourd'hui pour une commission comme la vôtre, c'est que l'administration fiscale connaît très bien nos comptes, que notre groupe paye ses impôts en France, qu'il y a une très grande transparence, bien entendu, vis-à-vis de cette administration, et que nous n'avons d'ailleurs jamais rencontré à ce jour de problème, et que toutes nos liasses, donc, comme je l'ai dit, sont parfaitement connues de l'administration fiscale. Dans ce qui est dit, l'affaire des comptes Lactalis, nous ne contestons pas la nécessité de déposer des comptes auprès du tribunal de commerce pour que le dit tribunal de commerce puisse effectivement agir par rapport à des défaillances d'entreprise et dans ce cadre dans lequel il lui est fixé. Ce que nous contestons aujourd'hui et ce sur quoi il nous semble important de réfléchir, c'est sur leur publication, voire leur publicité qui est là détournée de l'objet du dépôt des comptes. Nous ne sommes d'ailleurs pas un cas isolé, vous le savez. Et je pense qu'il y a une réflexion à mener par rapport à cette publicité parce que nous sommes un groupe familial. Notre indépendance de notre groupe est un sujet majeur pour nous. Nous y sommes réellement très attachés. Et donc nous ne sommes pas opposés au dépôt puisque justement l'administration connaît bien nos comptes. Mais
nous sommes opposés à ce jeu de la communication qui pourrait en être fait. C'est un sujet majeur. Et je rappelle, et vous le savez très bien, puisque vous, législateurs, vous êtes intervenus sur la loi Sapin II, que dans le cadre de la loi Sapin II, la publication de ces comptes est demandée par l'Observatoire des prix et des marges, mais pour en avoir discuté au sein de la profession laitière et avec le président de l'Observatoire des prix et des marges, il est de notre ressort, Lactalis comme d'autres, d'avancer, et c'est ce que nous sommes en train de faire, d'avancer pour que cet observatoire ait des données claires, précises et concises sur, effectivement, les marges qui sont effectuées par notre profession. Il y a des problèmes là aussi de confidentialité, et nous aurons donc à les traiter, puisque sur certains produits qui sont identifiés, voilà, il n'y a que peu de transformateurs qui sont concernés, mais tout ça n'est pas un sujet pour nous. On ne refusera absolument pas, et on travaillera, et c'est déjà le cas, en parfaite collaboration avec l'Observatoire des prix et des marges, parce que l'objet de cet amendement Sapin 2, c'est bien de pouvoir donner des informations sur les niveaux de marge qui sont réalisés par l'ensemble des acteurs de la filière. Donc sur ce sujet-là, aucune contestation. Mais je le redis, nous souhaitons pouvoir aussi protéger d'une certaine manière le secret des affaires. Cette disposition et ce régime de confidentialité s'applique de manière dérogatoire aux PME. Et nous nous posons la question clairement aujourd'hui, pourquoi certains groupes familiaux français, et nous ne sommes pas les seuls dans ce cas-là, ne pourraient-ils pas avoir aussi une certaine protection pour pouvoir garder ce patrimoine qui est important et sur lequel moi, je vous le dis, en tant que collaborateur du groupe depuis 28 ans, j'en suis très fier. Et je voudrais aussi qu'on puisse réfléchir sur le fait que la publication des comptes de X ou Y ne résoudra en rien la crise laitière que nous avons vécue. Par contre, il est clair que notre objectif à tous, quand je dis à tous, c'est au sein de la filière, c'est de trouver des solutions parce que cette situation ne peut pas perdurer et nous en sommes bien conscients. Et je me suis déjà exprimé là-dessus, mais je suis tout à fait ouvert à répondre à des questions sur ce sujet-là. Voilà, je crois avoir été assez complet par rapport à vos questions. Merci, Monsieur le Directeur, de ces précisions. Je pense que ça va générer beaucoup de questions. J'en aurai moi-même que je poserai. Oh, pardon. Excusez-moi. Un petit non, c'est pas papier. grave, ça, ce n'est que de l'eau, c'est pas grave. Excusez-moi. Si quelqu'un peut nous apporter des petites serviettes, voilà, pour éponger, merci beaucoup. Voilà, donc nous allons commencer la série de questions. Les premières questions vous êtes posées par Jean-Pierre Decolle et ensuite Martial Bourquin. Merci Madame la Présidente. Monsieur Nallet, tout en respectant votre fonction et la sensibilité de votre tâche, pourquoi est-ce le directeur de la communication qui intervient sur ce sujet devant les élus de la République et non le PDG de votre société? Société qui est une entreprise quasiment familiale, créée par le grand-père en 1933, et dont l'héritier devrait vouloir incarner ce lien familial à défendre physiquement et personnellement. Ma question plus précise, cette fois sur le fond, le parquet devra établir si les laits contaminés ont été sciemment mis sur le marché. Quelle est votre version? C'est tout? Oui. D'accord, très bien. Martial Bourquin et ensuite Fabien Gay. Monsieur le directeur, devant un cas aussi grave et l'émotion qui existe bien parce qu'il s'agit de nourrissons, pourquoi votre PDG n'est pas là devant la représentation nationale? Ça aurait été sa place. Et c'est un manque de courage. Devant une telle crise sanitaire, je pense qu'il devait répondre à la représentation nationale. Il y a eu, monsieur le directeur, défaillance de l'entreprise. Il y a eu aussi défaillance de l'État. Hier, nous avions la directrice de la DGCCRF. Il y a 700 postes en moins en 10 ans à la DGCCRF. Des contrôles, surtout dans des secteurs aussi sensibles, devraient se multiplier. Et lorsqu'on parle, c'était dit hier, de baisser les normes, faisons attention, pas n'importe quelle norme. Parce que les crises sanitaires peuvent survenir si jamais ces contrôles ne sont pas permanents.
La distribution s'est poursuivie. La distribution s'est poursuivie. Bien sûr dans des grandes surfaces, mais elle s'est poursuivie aussi dans des pharmacies. Sur ces questions, nous voudrions avoir un langage très clair. Je sais que maintenant le parquet est saisi, mais nous voudrions, la représentation nationale, avoir beaucoup plus de précision. Troisième chose, il ne faudrait pas que ce soit les agriculteurs qui fassent les frais de cette situation. Souvent, ça se passe toujours comme ça. Ça veut dire que, vous savez que vous avez été montré du doigt en 2016, parce que vous achetiez à des tarifs trop bas, et donc, l'État, le ministère, devra veiller, alors vous avez dit que vous continuez à collecter sur d'autres produits, mais il y a aussi les marges, il y a aussi les prix. Et dernière chose, ce que vous venez de nous dire, vous êtes une entreprise familiale et c'est très bien, on préfère les entreprises familiales, mais en même temps, avoir une vue sur les marges, vos comptes sont indispensables pour cela. Et il faudra bien qu'un jour ou l'autre, à travers cette crise, on aborde vraiment les problèmes pour que, enfin, nous puissions avoir une harmonie entre les grands groupes de la distribution et les agriculteurs. Merci Martial. Merci beaucoup. Martial, la parole est à Fabien Gay et ensuite Franck Montaugé. Merci Madame la Présidente. Monsieur le directeur, c'est en tant que, évidemment, parlementaire, mais aussi jeune papa d'un garçon de 3 ans, qui a pris aussi votre lait Célia et à qui je l'ai donné pendant 2 ans. Moi, je partage le fait qu'on n'est pas ici au tribunal, mais je vais poser quelques questions, parce qu'on est là aussi pour comprendre. Merci. Sur 2005, bon, on le sait, 141 cas de salmonelle. Moi, je voudrais savoir, entre 2005 et 2017, puisque vous êtes un industriel responsable, évidemment, quelles sont les mesures précises que vous avez prises entre 2005 et 2017 pour que ça ne revienne pas? Quel process vous avez mis en place? Parce que 141 cas, c'est pas anodin, donc j'imagine qu'on met des process assez forts pour pas que ça revienne. Et du coup, quelles ont été les défaillances? Voilà. La deuxième chose, c'est, monsieur le directeur, c'est sur la question que vous l'avez dit, il y a eu les révélations dans la presse, et puis sur les cas de salmonelle qui ont été détectés au mois d'août et novembre sur le sol et emballés, a priori. Et puis j'ai entendu l'audition de la déléguée générale de la DGCCRF qui dit: si c'est dans l'environnement, l'industriel n'a pas vocation à nous interpeller, il doit nous interpeller que si le produit est affecté. Donc du coup, je me pose la question, est-ce qu'il ne faut pas changer la loi, et que si on détecte quelque chose sur le produit, mais aussi sur l'environnement, on fait jouer le principe de précaution? Parce que là, on voit bien que l'environnement a affecté le produit, et donc de fait, on peut se poser la question. La troisième, c'est sur les conditions d'hygiène de cette usine. Un certain nombre de salariés et de syndicalistes disent, depuis que le Lean Management est mis en place depuis 5 ans, c'est nous-mêmes qui faisons le ménage, et que les conditions d'hygiène se sont dégradées. Moi, je voudrais connaître le nettoyage et les process de nettoyage. Et la dernière chose, je ne fais pas plus long, vous voyez, c'est ma dernière question, elle rejoint celle de mon collègue Martial, sur la question du prix du lait. On est tous d'accord que ça ne peut pas être les agriculteurs qui vont payer cette crise. Moi, je voudrais connaître aujourd'hui la marge, parce que, évidemment, la non-publication de vos comptes nous interroge très fortement. Merci beaucoup, Fabien. La parole est à Franck Montaugé et ensuite à Roland Courteau. Merci, Madame la Présidente. C'est doté, monsieur, de normes internationales dont l'objet est de maîtriser, entre autres, la qualité de la production. Normes ISO 9000, normes en particulier ISO 22000 concernant la sécurité des aliments, normes 14000 également.
Vous mettez en œuvre, je suppose, également les préconisations HACCP. Et aujourd'hui, on constate le gros problème qui nous réunit. J'aurais voulu savoir, au-delà de la suite qui sera donnée à la situation présente, si vous êtes en mesure, et ça sera certainement fait dans le cadre de l'enquête, de prouver que vous vous inscrivez réellement dans une démarche d'amélioration et de gestion des risques relatifs à vos process. Première question. Et deuxième question, quels enseignements, quelles mesures correctives et préventives allez-vous mettre en œuvre à partir des déficiences constatées? Voilà. Merci beaucoup, Franck. La parole est à Roland Courteau et ensuite à Laurent Duplon. Oui, défaillance de l'entreprise, défaillance de l'État, je crois que tout cela a été dit. Moi, je voudrais indiquer, c'est le premier point de mon propos, après le cas de 2005, après celui de 2017, on ne pourra plus se contenter d'entendre dire le risque zéro n'existe pas ou c'est la faute à pas de chance. Je pense que vous en êtes conscient. Alors, êtes-vous en situation aujourd'hui de tirer toutes les leçons de cet épisode calamiteux? Deuxième point, les profits de Lactalis n'ont jamais été aussi élevés. Et pourtant, les agriculteurs par milliers, récemment, au cours de ces derniers temps, en tout cas, ont mis la clé sous la porte. Dès lors, dans le contexte déplorable actuel, quelles conséquences pour ces producteurs? Je voudrais dire qu'il n'est pas possible qu'ils aient à subir la double peine. Alors, quels engagements précis allez-vous prendre par rapport à ces producteurs? Et pour conclure, à mon tour, je voudrais regretter l'absence de M. Beignet, qui, je pense, devait à rendre des comptes devant cette représentation nationale. Merci beaucoup, Roland. La parole est à Laurent Duplon et ensuite Alain Durand. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Directeur, je voudrais d'abord qu'on sorte du débat totalement passionnel et reprendre certains éléments. Je voudrais donner 3 éléments qui sont ma pensée personnelle et vous poser 2 questions. La première, je pense qu'on peut être fier de l'entreprise Lactalis. Même si elle connaît des difficultés, toutes les entreprises agroalimentaires, à un moment ou à un autre, peuvent connaître exactement les mêmes. Et mon expérience, tant d'agriculteurs que de représentants aussi d'entreprises agroalimentaires, me l'a prouvé par le passé, et que jeter la pierre est plus facile, mais en tous les cas, tenir la capacité d'avoir une alimentation aussi saine que celle que nous avons aujourd'hui est quelque chose d'extrêmement exigeant, et je sais l'exigence que s'impose le groupe Lactalis. C'est une fierté pour l'agriculture française, parce que, au-delà de faire une condamnation de cette entreprise, c'est toute l'agriculture française qui pourrait être piégée à travers cela, et toute l'agroalimentaire, et que je préfère 100 fois une entreprise française dirigée par une famille plutôt qu'une entreprise étrangère qui nous donnera un diktat qui pourrait être complètement différent à celui que nous avons et que nous vivons aujourd'hui. Sur les résultats, vous avez tout à fait raison. Plus on communique nos résultats dans une ambiance ou dans un contexte mondial où les autres ne sont pas obligés de faire exactement la même chose, et plus nous nous déshabillons devant les autres, et plus toute la problématique de la concurrence dans une mondialisation et une concurrence exacerbée au niveau international nous met à défaut. Donc faisons attention à demander des choses qui peuvent être intéressantes, certes, mais qui nous mettent devant une situation où nos concurrents dans d'autres continents ont une capacité à pouvoir en profiter. Le troisième élément, c'est le droit d'être présent ou pas aujourd'hui. Ce qui serait déplorable, c'est que personne ne soit venu. Vous êtes le directeur de la communication. Si Monsieur Beignet ne désire pas venir aujourd'hui, c'est son droit. Après, on peut le décrire, on peut le décrier comme vous l'avez fait.
mais moi j'estime qu'à un moment donné, un directeur de la communication est là aussi pour apporter une certaine forme de la communication de l'entreprise. Alors, j'ai bien dit qu'il fallait sortir du débat passionnel, même s'il peut l'être, parce que c'est vrai que 37 enfants qui ont subi des problèmes de santé nous interpellent, et loin de moi ces questions de minimiser ces cas-là, mais je voudrais connaître le coût global estimé pour l'entreprise de cette situation-là, et je voudrais que vous puissiez me donner, je l'espère, une date de redémarrage du site, parce que c'est l'intérêt de l'agriculture française, parce que c'est l'intérêt du département de la Mayenne, et parce que c'est l'intérêt des agriculteurs locaux. Merci beaucoup, Laurent. La parole est à Alain Durand, ensuite Henri Cabanel. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Directeur. Moi je voudrais revenir sur la chronologie de ces retraits là que vous nous avez bien rappelés, parce que quelque part ces retraits rappellent en cascade entre le 1er et le 21, quelque part on se met la zizanie et je comprends toujours pas. Je comprends toujours pas parce que vous nous avez dit le 1er décembre vous êtes informé et vous procédez au premier retrait grâce à la traçabilité. Le 9, vous avez des discussions avec les autorités. Mais par contre, je cite le ministre, faute d'une démarche volontaire de l'entreprise, c'est le ministre qui prend l'arrêté pour ce deuxième retrait. Et vous attendez le 21, c'est-à-dire 20 jours après le 1er décembre, pour enfin appliquer le principe de précaution qu'on aurait pu penser peut-être avant, pour alors effectuer ce troisième et dernier rappel et retirer tous les lots. Moi, je crois que simplement, Monsieur le Directeur, est-ce qu'on n'aurait pas pu écourter quelque part c'est ce cauchemar qu'ont porté les parents, parce que ces boîtes de lait, elles sont destinées, on l'a dit, à des nourrissons. Il y en a 37, mais il y a aussi beaucoup de parents dont les nourrissons n'ont pas été atteints, qui n'ont pas vécu de bons moments en cette période de fin d'année qui aurait pu les appeler à avoir moins de soucis. Merci beaucoup. La parole est donc à Henri Cabanel et ensuite à Serge Babary. Oui, merci Madame la Présidente. Donc, beaucoup de choses ont été rappelées et dites. Monsieur le Directeur, dans vos propos, vous avez parlé, donc, et ça vient d'être évoqué, de principe de précaution. Et la volonté que vous avez exprimée pour rappeler donc votre production. Par rapport à la chronologie dont vous venez de nous faire part, les premières traces que vous avez trouvées, c'est le 23 août. Donc ma question est, pourquoi, à ce moment-là, vous n'avez pas appliqué le principe de précaution? C'est des quantités relativement importantes, et je l'ai exprimé hier devant la directrice de la DGCCRF. Mais comment une entreprise comme la vôtre ne s'est pas rendu compte en amont des difficultés à travers les analyses que vous avez certainement faites pour rappeler 11 000 tonnes. 11 000 tonnes, c'est pas rien. Et comment on ne peut pas, dès le début, s'apercevoir qu'il y a une problématique. En fait, enfin, vous avez dit que les producteurs ne subiraient pas de conséquences par rapport au prix du lait. Je veux bien vous croire, mais quelles preuves pouvez-vous nous apporter? Et enfin, sur la publication de vos comptes, j'entends les arguments que vous avancez, et je salue aussi l'entreprise familiale dont vous êtes dirigeant, une grosse entreprise française. Mais, monsieur, permettez-moi de vous dire que la publication des comptes, c'est la loi. C'est la loi. Que vous soyez d'accord ou pas, c'est la loi, et il faut appliquer la loi. Merci beaucoup, Henri. La parole est à Serge Babary et ensuite à Joël Labbé. Monsieur le Directeur, je vais revenir, comme mon prédécesseur, sur cette période du 23 août et du 2 novembre, qui m'inquiète parce que vous nous indiquez avoir découvert des traces de salmonelle dans l'environnement à ce moment-là, d'avoir fait un certain nombre de contrôles et que les tests étant négatifs,
vous avez assuré le redémarrage en continuant une recherche de ce que vous appelez la résurgence, d'ailleurs, un terme qui est un petit peu inquiétant. Et donc, on découvre que ce n'est que sur l'injonction et l'information venant de consommateurs que, début décembre, le sujet réapparaît. On imagine évidemment, d'une façon certaine, que des contrôles constants sont faits sur les produits eux-mêmes. D'ailleurs, M. Beignet, dans son texte au JDD, indique que contrôler la salmonelle, c'est notre quotidien, ainsi que la listeria, ce qu'on comprend bien. Comment se fait-il qu'à ce moment-là, rien ne soit apparu? Est-ce que c'est avéré? Ou est-ce qu'il faut mettre en cause la nature des contrôles? Est-ce que les textes sont crédibles, puisqu'ils laissent passer pendant des semaines la découverte ou non de salmonelle dans les produits eux-mêmes, hein, les tests sont négatifs sur l'environnement, on redémarre, mais ils sont dans les produits. Or, on fait des contrôles tous les jours dans les produits. D'après ce que je comprends, c'est peut-être pas le cas, mais il faudrait que vous nous le disiez. Deuxième sujet, je comprends aussi les termes de mon prédécesseur, ce qui fait qu'on avait vraiment parallèlement les mêmes inquiétudes, c'est sur les comptes. C'est la loi, et la loi s'applique aux plus petits avec beaucoup de vigueur. Et je voudrais être certain que dans votre processus d'achat, vous n'utilisez pas les comptes de vos fournisseurs PME pour faire pression sur leur prix. C'est archi connu que les grands groupes, voyant les résultats positifs des PME, leur demandent de baisser les prix puisqu'ils gagnent de l'argent. Et je ne vois pas pourquoi vous ne seriez pas à la même, jugé à la même aune que nos PME. Merci beaucoup, Serge. La parole est à Joël Labbé et ensuite à notre collègue Jean-Claude Tissot. Merci Madame la Présidente. Les questions que j'avais à poser ont déjà été posées. Je voudrais revenir sur deux faits. Là encore, je ne veux pas être redondant, mais il est absolument anormal que ce soit le directeur de la communication qui soit présent devant nous, parce que ce n'est pas une opération de communication. D'autant plus, Monsieur Nallet, que vous êtes président d'Euromilk, le principal lobby dans le domaine du domaine laitier. Donc vous faites votre travail, votre fonction, c'est celle-là et la communication. Et donc pour moi, vous n'êtes pas à la bonne place aujourd'hui. Ça a été dit suffisamment de fois, je tenais à le dire également. Maintenant, il s'agit aussi, on a parlé en amont des agriculteurs éleveurs qui ont dû mettre la clé sous la porte. Il y a pire en responsabilité. Il y a ceux qui ont complètement disparu, ne pouvant plus vivre de cette situation. La question de l'hyperconcentration des activités, avec le fait que les germes, au fil du temps, développent des résistances, en particulier en milieu hyper contrôlé. Alors, autour de la table, évidemment, on va devoir encore prendre des mesures. Moi, c'est à mes collègues que je m'adresse, Madame la Présidente. Attention à ne pas pénaliser les petites structures, les petits producteurs qui, eux, sont dans des démarches d'avenir de relocalisation de l'économie, lait compris, de l'alimentation, lait compris. Et donc, il ne faudrait pas que, du fait de ces responsabilités, de ces manquements d'un gros industriel national et international, les plus petites structures, je pense vous devez la connaître, la coopérative Biolay, qui fait son travail, qui rémunère plus que correctement ses éleveurs, eh bien, il ne faudrait pas qu'on mette à mal, par de la surnorme, ce type de structure. Je vous remercie. Je suis certaine que ce débat sera entre nous assez important. Merci Joël. La parole est à Jean-Claude Tissot et ensuite à Annie Guillemot. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Directeur, c'est vrai quand on intervient à la fin de... Beaucoup de choses ont été dites, mais quand même. Monsieur le Directeur, vous dites on se cache derrière rien et c'est normal qu'on vienne s'expliquer. Je veux dire, oui, heureusement que vous venez vous expliquer, parce que c'est la moindre des choses. Et j'ai quand même quelques questions et quelques interrogations. Ici, dans cette institution, nous fabriquons la loi, ou nous la modifions. Et on fabrique une seule loi. Qu'on soit riche ou pauvre,
on n'a pas à l'interpréter de façon différente. On doit vraiment l'interpréter d'une seule manière. Et je suis étonné que notre collègue sénateur aussi, qui a la même fonction que nous, tolère ou accepte que la loi puisse être interprétée d'une manière ou d'une autre. Moi, je voudrais vraiment vous demander très solennellement qu'on ne puisse pas, avoir deux règles. Vous travaillez avec des producteurs de lait qui, eux, et on est nombreux à dénoncer ça, sont inondés de contrôles, doivent rendre des comptes tous les matins, et vous, qui êtes le collecteur, vous autorisez le droit de ne pas rendre aussi des comptes, qu'ils soient financiers ou autres. Donc voilà, moi je voudrais que votre engagement soit très clair pour la suite, en particulier sur cette affaire, que vos propos soient accessibles et disponibles. Je pense que c'est important parce qu'aujourd'hui, vous voulez laver plus blanc que blanc, très bien, mais qu'est-ce qui nous prouve que vous allez le faire? C'est ça, on est dans une... Alors, c'est pas du tout passionnel, mais on est dans un discours un peu nébuleux. Donc, il faut vraiment que vous vous engagiez devant nous, parlementaires, mais aussi devant les gens qui nous regardent, devant les gens qui travaillent avec vous, pour les semaines qui arrivent, oui, vous engagez à ce que vous respectiez, vous aussi, la loi, bien que vous soyez plus riche que la moyenne des Français. Merci. Merci, chers collègues. La parole est à Annie Guillemot et ensuite à Daniel Grémillet. Merci Madame la Présidente. Oui, moi je voulais revenir à la fois ce qu'on nous dit sur le passionnel, mais aussi entreprise familiale, pas entreprise familiale. Je crois que le problème, la question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce qui n'a pas fonctionné par rapport aux lois existantes, par rapport à tous les contrôles que nous avons, et est-ce qu'on peut quand même se rendre compte, enfin on est tous quand même sur le terrain, de ce que ça donne sur l'opinion publique et sur les familles. On en a tous entendu parler, entre tous les scandales. Parce que là, le scandale, c'est que quand une mère de famille doit alerter dans la presse parce qu'il y a une boîte de lait dans un supermarché qui est en plus en promotion, là ça devient scandaleux alors qu'elle aurait dû être retirée. La question, elle est là. Qu'est-ce que sont ces contrôles? Donc tout le problème aujourd'hui, c'est vrai que le fait que le président soit pas là, le fait que moi je trouve que c'est choquant sur la publication et sur le non-respect de la loi. On ne peut pas dire ça. Et aujourd'hui, toute l'opinion publique se pose des questions. Regardez tous les scandales alimentaires, les prothèses mammaires, par exemple pour les femmes. Enfin, il y a un moment, même si c'est une fraude, ça veut dire qu'il y a un moment, les contrôles n'ont pas été faits. On a quand même dit, ces prothèses peuvent être posées. On a dit, ce lait peut être posé, donc peut être vendu. Donc le problème, il est quand même, pourquoi tous les contrôles que nous avons mis, toutes les lois, ça ne fonctionne pas. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Est-ce que vous pouvez faire la transparence sur tous les autocontrôles que vous faites? Quand est-ce que vous avez été contrôlé par l'État? Enfin, moi, j'ai été maire, j'ai eu un problème de légionelle dans ma piscine. Je n'ai pas pu l'ouvrir pendant 3 mois tant que les analyses que j'ai données au service de l'État ne soient pas bonnes. Comment c'est possible que vous soyez pas, vous, astreint à au même contrôle? Je crois que ça, il faut vraiment le regarder. Comment on en arrive là, aujourd'hui? C'est pas seulement le principe de précaution, là. Le principe de précaution, c'est pas ça. C'est à un moment donné, on a un problème, on n'est pas arrivé à le résoudre. Quand on voit quand même que des pharmacies ont continué à vendre des laits. Donc, non, est-ce que toutes les listes, les listes et tout ça, c'est là Seule Annie Guillemot a la parole et ça se termine. Merci, chers collègues. La parole est donc à Daniel Grémillet, ensuite Marc Donis. Oui, merci Madame la Présidente. Je voudrais d'abord vous dire, Madame la Présidente, que je fais mien vos propos en ouvrant cette commission économique qui est effectivement dans un contexte très particulier. Donc je partage complètement votre propos et il est important qu'au niveau de la commission, on reste dans cette dimension. J'aurais 5 questions, mais elles vont être très rapides. La première, c'est qu'il serait peut-être judicieux, très rapidement, Monsieur Nallet, que vous donniez aux membres de la commission économique les types de contrôles entre le moment où vous collectez le lait, le moment où vous le transformez, le moment où il sera vendu et le moment où il sera distribué. Les types et la fréquence.
Pourquoi je dis cela? Et j'associe dans mon propos Madame Patricia, qui devait intervenir, mais elle a dû partir. Si je le dis, et on est beaucoup ici, effectivement, on fait la loi. Alors la loi, on l'a changée il y a déjà plus d'une décennie sur la responsabilité de mise en marché. Elle a été changée au niveau communautaire et elle a été changée au niveau national. Avant, c'était l'administration qui libérait, qui faisait que je pouvais vendre. Aujourd'hui, c'est le producteur, le détenteur de la matière, qui est responsable de la mise en marché. Donc, ma question, par rapport au sujet, effectivement, que nous sommes en train de vivre, faut-il faire évoluer la réglementation européenne et nationale sur la responsabilité? Autre point qui est vraiment important, c'est celui de la traçabilité. Je crois qu'aujourd'hui, la traçabilité, et là aussi c'est une question, la traçabilité qui a été mise en place au niveau des entreprises, je pense que la loi est respectée. On est à un niveau national, je crois, je souhaiterais que tous les pays à travers le monde qui vendent des produits alimentaires chez nous, y compris pour les bébés, respectent ce niveau de traçabilité. Par contre, il y a une question. La question, c'est effectivement, quel est aujourd'hui, est-ce qu'il faut faire progresser le système de traçabilité au niveau de la revente des produits? C'est-à-dire que je vends un produit à un client, mais ce client, après, il peut revendre. J'ai vécu avec d'autres collègues à Rungis, grandeur nature. Excusez-moi, Madame la Présidente, je vais être un peu long, mais je parle aussi pour Patricia. Non, mais le sujet, il est quand même vraiment stratégique. Est-ce qu'il faut revoir ou pas le domaine de la traçabilité par rapport à la revente des produits, etc. Est-ce que effectivement tout est sécurisé? Parce que lorsque vous décidez de retirer, qui va informer à celui qui a revendu, qu'il faut retirer? Non. Autre question, et je l'ai senti à travers les propos des collègues. Oui. Faut-il imaginer un système en France qui permette de garantir, parce que je vois où on peut aller, hein, jusqu'à la fermeture des entreprises lorsqu'il y a des problèmes. Donc ça veut dire qu'il y en a qui ne vont pas se relever. Hein. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un sujet? Est-ce qu'il n'y a pas un sujet? Non, mais... Et le dernier point, c'est sur les comptes. Rapidement. Oui. J'ai été rapporteur sur la loi Sapin 2. Ma question très claire, et je partage l'idée qu'il ne faut pas qu'on se déshabille par rapport à la concurrence, y compris internationale. Mais par contre, êtes-vous prêt à travailler avec notamment la Commission économique du Sénat sur le sujet que vous avez évoqué en tant que rapporteur, sur effectivement les conditions dans lesquelles il y aura transparence et donner des comptes au niveau de l'Observatoire des prix et des marges. Le temps de Patricia Morel-Richaud étant excusez-moi, écoulé. Madame la Présidente, excusez-moi, chers collègues. Voilà, merci Daniel. La parole est donc à Marc Denis et ensuite à Elisabeth Lamure. Oui, je l'ai abordé déjà hier, mais nous sommes devant une difficulté en tant que législateurs. Nous ne pouvons pas simultanément être conscients qu'une accumulation normative de process, des lois de circonstances prises dans l'émotion ne sont pas une bonne façon de légiférer. De l'autre côté, avoir le sentiment que malgré, en dépit de tout ce qu'on a pu mettre comme dispositif, soit il y a des trous dans la raquette, pour prendre une expression triviale, soit il y a des contournements qui peuvent être particulièrement dommageables. Alors ma question sera extrêmement simple. Comment vous pouvez justifier que 11 000 tonnes de produits puissent partir sans que vous n'ayez la certitude qu'ils sont sains? Et quand je prends le communiqué du 11 janvier 2018, jusqu'au 1er décembre au soir, nous n'avions eu aucune analyse positive de présence de salmonelle dans nos produits, ni une quelconque information quant à une suspicion. Nos analyses sont régulières, systématiques sur tous nos lots et libératoires.
Si les analyses sont régulières, systématiques sur tous les lots, portent sur la salmonelle, comment expliquer qu'il y ait pu y avoir une telle dispersion et un tel spectre? Soit il y a un défaut dans le process, soit il y a un mensonge. Nous ne sommes pas des enquêteurs, il y a une enquête, elle le déterminera, mais moi je refuserai que nous mettions une couche supplémentaire de législation s'il n'y a pas la clarté sur cela. Merci beaucoup, chers collègues. La parole est à Elisabeth Lamure et s'il n'y a pas d'autres demandes, nous finirons avec Franck Menonville et Alain Châtillon. D'accord. Merci Madame la Présidente. Moi j'ai une observation concernant la publication des comptes. Pour vous dire que tout le monde n'a pas voté cette disposition de la loi Sapin 2. En tout cas j'en fais partie parce que j'estime qu'il faut respecter le secret des affaires. Mais que pour autant il ne faut pas qu'il y ait confusion ou amalgame avec la rémunération que vous devez à vos producteurs, à vos fournisseurs. Et je pense que là cela mérite débat. Mais en revanche j'estime que c'est une mauvaise disposition, que cette publication des comptes, parce que à terme elle affecte la compétitivité des entreprises puisqu'il y a ce manque de confidentialité. Donc c'est ce que je voulais réaffirmer ici. Et merci Elisabeth pour votre information. Madame Lamure est présidente de la délégation aux entreprises. La parole est donc à Franck Menonville et nous terminerons par Alain Châtillon. Merci Madame la Présidente. Voilà, nous interrompons cette audition de